tu as eu un épisode aussi qui t'a marqué, notamment une opération. Et vous êtes renseigné. Bah, il faut, c'est important, on prépare l'émission un minimum. T'as fait des enquêtes. Quand à l'époque on avait 20 ans, un mec de 45 ans, c'était un ancien. C'est le cas. Est-ce qu'on a amélioré ton regard par rapport à la jeunesse ou on a toujours donné des baffes, des gifles, des trucs comme je sais pas. On garde ça pour après. Ouais. Là, on commence tranquille. Oui, C'est la séquence émotion. Ouais, chacun voilà. se confie. Exactement. Et après, on attaque le vif du sujet. Chose à régler là aujourd'hui. C'est ça. On a cuisiné. Avant non-stop. Disons les choses. Ouais, c'est sûr. Parcourir, aller filmer. Je crois avoir été fou et maintenant je pense m'être saisi. Tu vois le temps passe. D'ailleurs, on a un petit invité qui t'a fait un petit message. Vous avez des surprises. C'est ça. Et j'allais pas m'arrêter moi. Et moi si j'avais pas eu la fracture de fatigue là. J'étais parti pour... J'étais parti pour aller dans tel événement chaque semaine. Et arrêter, heureusement ça m'a freiné. Même si ça m'a fait mal. Mais t'es avec nous. Voilà, regarde, je suis avec vous. Je suis avec vous pour en parler aujourd'hui, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du React Talk. Aujourd'hui, on se retrouve avec mes acolytes, comme toujours, et un fameux invité. Un invité très spécial, je dirais même. Exactement. Très spécial, très important aussi pour l'association. C'est ça. Je te laisse le présenter. On le présente plus en réalité. Bon, Black Bruce Wayne, est-ce que ça vous parle? Black PPDA, est-ce que ça vous dit quelque chose aussi? Ou le vieux père? Je laisse se présenter. Dis-nous tout. Moi c'est Booba, Black 10, street reporter sur les réseaux. Et je sais pas comment me présenter, je sais pas, je viens de Grigny de base. Ok. On a un média qui s'appelle Bloc Contre Radio, une émission qui s'appelle Disons-nous les choses. Et on essaie de rendre visible l'invisible. Exactement. Que tu représentes fièrement d'ailleurs avec le t-shirt. Ouais, on est là. Ah, il faut. Il s'est changé exprès. Exprès. Et je sais pas des vestiaires, un truc, il est parti, il est revenu, il a dégagné le t-shirt. Ouais, de ouf. Voilà, Les gars, est-ce que vous voulez vous présenter à nouveau? Ouais, carrément. Donc, Noé, président de l'association React Now. Et on a fondé justement ce petit média avec toute cette belle équipe. Et très content de recevoir Booba parce qu'on va l'aborder aujourd'hui. Mais Booba nous a beaucoup aidé, même en lançant ce média. C'est la personne qu'on a contactée qui nous a fait confiance. Même pour voir comment se déroulaient les émissions, les tournages, les backstage. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de te remercier en t'invitant. Et c'est important parce que ça nous inspire aussi, nous, en tant que génération, de mettre en place des actions. Mais je pense qu'on en reparlera dans l'émission, un peu Exactement. plus tard. Exactement. Sofiane. Moi, comme tu l'as dit, Sofiane, coprésident de l'association, c'est pareil, une forme de plaisir de t'avoir. Mais je dis une forme de plaisir parce qu'on est passé sur une de ces émissions et on a été un peu ses victimes lors de cette émission. Je préviens d'avance, les frères, volontairement, je vais être assez clair et assez cru pour qu'on puisse réellement se dire les choses. La génération Z, la génération 2000, êtes-vous une génération perdue? On a Donc pris là- du plaisir quand même. Ouais, on a pris du plaisir. Là, c'est un peu une forme de vengeance. ouais. Voilà. Il y aura du sang un peu partout dans la salle, mais non, en vrai, c'est un plaisir de t'avoir. Franchement, c'est un Sofiane en plaisir. a gros sur le cœur. Sofiane, là, Gros sur la patate. Ah, Mais pour ça, il faut aller voir l'émission de Booba, les gars. on va la mettre en description, c'est Exactement. important. C'est ça. Bon bah Booba, Oui. on va commencer sans tarder. Allô. Du coup, commençons par la genèse, par la base, ton enfance. Ah ouais, carrément. Exactement, Ah ouais, on va base, revenir ah, aux c'est choses. vrai, C'est carrément la base, là. mon C'est enfance. important. D'accord, ah oui. Bah moi, je suis né à Étampes, mais j'ai grandi à Grigny. Mes parents, en arrivant en France, en tout cas à un moment donné, ils ont habité chez mon oncle et ma tante, là-bas à Étampes, famille Camara. Et puis voilà, à un moment donné, ils ont trouvé, ils ont trouvé un logement sur Grigny, tu vois, parce que c'est une époque où il fallait à un moment donné donner des logements à ceux qui en avaient peu et notamment des gens issus d'une certaine classe sociale dont mes parents font partie et faisaient partie, tu vois. Donc du coup, mon enfance à Grigny, moi je la trouve... quand t'es enfant, tu vis ton enfance avec des yeux d'enfant, donc c'est cool, c'est joyeux. Et puis à la base, même la grande bande, comment ça a été construit avec l'architecte Émile Ayo. Genre, ils appelaient ça, il me semble, la cité des enfants, tu vois. Ok. Même si je trouve que derrière, il y a une forme de carotte, mais bon, ça, c'est un Tu débat. nous en parleras. Voilà, tu vois. Mais bon, voilà, c'était une enfance assez joyeuse. Ok, donc de bons souvenirs. Ouais, de bons souvenirs. Des jeux, chasse à l'homme, Ouais, gamelle. super. Les On a classiques, connu aussi. les classiques. On a connu aussi, c'est vrai, c'est vrai. tout ça, quoi.
Et d'ailleurs, lors de cette enfance, tu as eu un épisode aussi qui t'a marqué, Mhm. notamment une opération. Et vous êtes renseigné. Bah, il faut, c'est important, on prépare l'émission un minimum. Vous avez fait des enquêtes. On a tous scruté. On On a sait même tout l'acte de de toi. naissance, on a tout, je te dis, on a tout. FBI, mon frère. Exactement. Right now, Allez. FBI. Nouveau concept. Bah ouais, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un problème de hanche. Mhm. Voilà, un accident de vélo, malencontreux accident de vélo, parce que nous, quand on était jeunes, on aimait bien faire du vélo en bande. Ah. Promener un peu, tu vois, ouais, les bikers, nous, Ah, on va des très bikers en mode vélo, tu vois, c'était pas motorisé. Et on aimait bien descendre des pentes. Ouais. Et des fois, on avait des vélos sans frein. Donc, Ah. du coup, à un moment donné, j'étais avec mon gars, Coco, on était assis sur la même selle, lui et moi, et à un moment donné, on descend une pente, mais une pente qui avait des pavés. Ah. Enfin, comme à Paris. Donc, Ah on oui. descend, et à un moment donné, on capte qu'on n'arrive plus à freiner. Tu vois, et à un moment donné, je me souviens, j'avais des Air Pegasus, tu vois. Et en fait, mon pied était le frein du vélo. À un moment donné, j'essaie de freiner, on descend, et je vois carrément des étincelles, tu vois, sur ma basket. Je Ouais. dis, waouh, là, c'est chaud, là. Et puis, mon gars, il décide de foncer, faire une borne, en pensant que la borne allait nous arrêter. Et elle nous a arrêtés. Hein. On a fait un salto avant, on est tombé, pam, pam, pim. Mais quelques semaines après, je me suis rendu compte que Enfin, quelques semaines après, c'est même un an après, parce que mon père, il disait, bon, t'as mal, on va te masser un peu, ça va aller. Et finalement, un an après, je suis allé à l'hôpital parce que j'avais super mal. Et ils m'ont dit que j'avais le col du fémur qui était déplacé, tu vois. Donc, du coup, j'ai dû me faire opérer d'urgence. Et du coup, vu que j'ai beaucoup appuyé sur l'un des cols du fémur, ils ont dit qu'ils allaient opérer les deux cols du fémur. Et Et parce que tu compenses ça avec l'autre, du coup. c'est ça, Ouais. exactement. Donc, vous connaissez les médecins, hein, ils Ouais. disent, vous inquiétez pas de le faire opérer, dans 2 mois, vous sortez de l'hôpital. C'est sûr. Je me suis réveillé avec des structures métalliques au niveau de mes jambes. Je me souviens, Mhm. je me réveillais par intermittence, tu vois. Et à un moment donné, ils m'ont dit, bon, tu sais quoi, tu vas faire 1 mois dans un centre de rééducation. Je suis resté 6 mois. Mhm. Et là-bas, je me suis fait des amitiés. Hein, tu vois. J'avais une équipe, une bande en fauteuil roulant. Tu vois, on était là, j'étais avec eux, tous mes gars là-bas. Et moi, j'étais en lit roulant. Ok. Donc, c'est un épisode de ma vie qui m'a beaucoup appris. T'as vu, nous, on a cette opportunité de pouvoir marcher tranquille. Mhm. Et tu te rends compte qu'il y a un autre monde, en fait. Tu vois, le monde des gens en situation de handicap, tu vois, qui sont des invalides, tu sais, qui ont une invalidité au niveau de le fait de pouvoir marcher. Hein, c'est sûr. Et par rapport à ça, donc j'avais une fameuse question. C'est dans une époque où tout le monde aujourd'hui accélère, tu vois, marche, court. Et lorsqu'on s'arrête, on pose un temps mort, c'est vu comme un échec. Toi, du coup, c'est 6 mois où c'était clairement un arrêt, une pause dans ta vie. Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a aussi façonné une partie de ta personnalité aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui a fait ce que tu es aujourd'hui aussi? Une personne sage et aussi fédérateur d'un côté? Ouais, bon, je dirais pas que je suis je suis le plus sage de la Terre, tu vois. Mais c'est vrai que ça m'a permis voilà, à un moment donné, c'est ton corps qui t'arrête. Hein. Tu vois, Ouais, c'est ton corps, sûr. il t'arrête. Et en fait, ça fait écho à ce qui m'est arrivé en 2025, tu vois. C'est marrant parce que mon opération de la hanche, elle a eu lieu en 95. Mhm. Et moi, en 2025, j'ai dû m'arrêter de courir parce que je me suis fait une fracture de fatigue au niveau de mon pied droit, tu vois, au niveau des métatarses. Et en fait, j'ai grave pensé à il y a 30 ans. Tu vois, je me suis dit, mais il y a 30 ans, j'étais carrément en pause, pareil. Enfin, c'était... Là, 2025, c'était moins grave que 1995. Ouais. Mais voilà, ça a fait écho à cette époque-là. Et bien sûr que quand là, tu t'arrêtes, tout d'un coup, tu quittes ton environnement, tu vas côtoyer d'autres gens. Après, vous connaissez, des fois, quand on va côtoyer d'autres gens, au début, on fait l'enfant sauvage, on parle pas trop. Et puis après, à un moment donné, tu t'acclimates. Et là, j'ai vraiment vu une espèce de transition entre 95 et 96. Parce que moi je suis allé à l'hôpital, j'étais à l'hôpital en 95, août 95, et je suis sorti du centre de rééducation en février 96. Et quand tu as 15-16 ans, 6 mois, c'est long. Ça paraît long. Mais c'est vrai. Mais en fait, 6 mois, c'est super rapide. Regarde, on est déjà en 2026. On se rend compte par la suite. On se rend compte par la suite, toi. Mais quand tu es jeune, le temps passe lentement. Mais ouais, ça a changé ma vision de la vie. Je me suis dit, Ça t'a permis de te canaliser, tu penses? de me canaliser et me dire qu'il y a un autre monde, en fait. Ouais.
Tu vois, il y a notre monde à nous, où on est valide, Hmm. et il y a un autre monde. Là, tu prends conscience de choses qui t'étaient déjà acquises de base, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, je me souviens que, tu sais, quand nous, on est jeunes, on est trop des vanneurs. Tu vois. On se moque. Tu sais, des C'est fois, on vrai. se moque des gens. C'est pas, il y a des gens, Mm. ils ont une démarche. On l'est entre nous, déjà. Tu vois ce que je veux dire. Et nous, à l'époque, tu as vu, je me suis rendu compte, un truc qui m'a fait mal, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui habitait à Grigny aussi. Mhm. Mais en fait, quand nous, on le croisait à Grigny, des fois, on rigolait, on se moquait parce qu'on se disait, mais regarde comment il marche. En fait, il avait cette démarche-là parce il avait un handicap. Et je m'en suis rendu compte quand je l'ai vu là-bas. J'ai dit, ah ouais, gars, nous, quand on est jeune, on se rend pas compte que Hmm. il y a des gens qui sont dans des situations de handicap. Tu sais, ils ont une démarche particulière. Et nous, à l'époque, on se moquait parce qu'on se disait, mais vas-y, comment il marche, lui? Parce que Hmm. vous savez comment on était. Hein. Ouais, On passait toutes nos journées à vanner et on se rendait pas compte. Tu vois. ouais, Mais c'est sûr. j'ai vraiment pris conscience de plein de choses là-bas. Et forcément, T'as eu un certain déclic. ouais, j'ai eu un déclic. Hein. Je me suis dit, gars, C'est beau. la vie est précieuse. Mais du coup, c'est la métaphore de ta vie, quoi. C'est une métaphore qui est forte aussi. C'est que tu as toujours su remarcher, reprendre le pas et te relever à travers les différentes épreuves que tu as pu aussi rencontrer durant ta vie. Moi, je voulais savoir, lorsque tu es sorti de cet hôpital, qu'est-ce qui t'a animé en premier? Qu'est-ce qui est arrivé en toi à cette sortie d'hôpital? Tu vois, comme tu l'as dit, hein, j'ai réappris à marcher. Ça, c'était vraiment une dinguerie. Tu sais, à un moment donné, tu sens que tes jambes, il n'y a plus de force. Ah, c'est... Tu es là parce que tu es resté sur un lit roulant pendant. Je suis resté pendant 3-4 mois sur un lit roulant. Après, à un moment donné, lorsque le jour où j'ai réappris à marcher, je m'en souviens, carrément, je me suis évanoui parce que c'est comme si, je sais pas, comme si le sang m'était monté à la tête ou je sais pas. En tout cas, quoi qu'il Ok. en soit, je me suis levé. Carrément, je me suis écroulé. Je me souviens, j'étais avec la kiné. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que là, vous vous relevez depuis 4-5 mois. C'est normal qu'à un moment donné, voilà, que vous ressentiez des émotions et que. Et franchement, je me suis dit, marcher, c'est précieux. Et voilà, je suis revenu, et j'ai essayé de retrouver mes marques dans l'environnement, à Grigny, avec mes gars. Mais heureusement que mes frères, mes sœurs, la famille, les amis étaient là. Tu étais bien entouré. Ouais, franchement, oui. C'est important, hein. Ah, Faut très le mettre en avant. C'est très important. l'entourage, ça fait une grande partie. Ah ouais. On se rend pas compte. C'est clair. J'ai eu aussi un accident, dis-toi. C'était il y a pas très longtemps. Ça remonte à 2 ans. 7 fractures au métatarse et 6 mois d'arrêt, pareil que toi. Donc je me retrouve vraiment à travers T'as ça. dit combien de fractures au métatarse? 7. 7. Ouais. Ok. Et moi aussi, c'était sur un 2 roues. Et là, ça va mieux du coup, là, ça va? Là, ça va. Ça va? On a su se relever. Ok. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important, mon frère. Vas-y. Et moi aussi, ça m'a marqué. En fait, quand tu réapprends à marcher, en fait, tu perds quelque chose qui est inné de base C'est ça. et ça te forge et vraiment, tu t'en prends conscience. Et t'as un petit déclic quand même, je pense, quand on passe vraiment par la première fracture. Hmm. Mais ça marque une certaine jeunesse aussi en nous. Moi, je voulais savoir, vous les gars aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué quand vous étiez petit et aujourd'hui qui façonne la personne que vous êtes aujourd'hui? Bah, moi, pour le coup, j'en ai un, enfin, comme vous le savez, on en a déjà parlé en émission, etc. Et Mhm. ça concerne aussi le handicap. Et je pense Ouais. aussi la raison de pourquoi on a aussi créé une association et on a aussi agi sur ce sujet-là. C'est que bon, j'ai eu mon petit cousin qui était très jeune à l'époque, qui était autiste et qui est décédé en fait de par son handicap parce que justement il avait allumé un feu dans sa chambre. Il était décédé dans le feu qu'il avait déclenché. Et c'est vrai que c'est des choses quand on le vit quand on est enfant, on comprend pas. On Mm. comprend pas parce qu'on a l'impression qu'on a tout le temps devant soi en fait. Et quand on a un choc aussi brutal, en fait on est un peu perdu. Et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup forgé même en essayant de me dire que finalement j'ai compris très vite que j'étais vraiment super privilégié de par le fait que j'ai pas de handicap, je suis en bonne santé. C'est vrai, Et ça parfois on le néglige beaucoup quand on l'a en fait. totalement. Et parfois on a besoin, malheureusement c'est tragique, hein, mais pour se rendre compte des choses, soit on a besoin que des choses nous arrivent à nous-mêmes, ou sinon à nos proches. Et c'est comme le décès, la mort, etc. C'est des rappels constants en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a forgé, qui a aussi forgé ma personnalité, de me dire que dans ma vie, peu importe ce qui arrive, toujours avoir le sourire, ou du moins essayer, c'est super important. Et avec le peu qu'on a, essayer de redistribuer. Je pense que c'est super, enfin c'est même obligatoire, je dirais. C'est vraiment beau ce que tu dis et on voit qu'à travers vraiment les différentes expériences qu'on vit,
ça nous façonne et au moins, ça anime aussi quelque chose en nous. Ouais, tu c'est vois. ça. Et je pense Aujourd'hui- qu'on en tire des leçons aussi. Exactement. Et c'est important. On avance, faut avancer, mais faut pas oublier aussi qu'on a beaucoup de chance. C'est Et, vrai. faut pas le négliger. Je suis totalement d'accord avec toi. Merci pour le témoignage en tout cas. Pas de souci. Et- Sofiane, il a un et petit toi, truc ou pas? Sofiane Moi, pour ma part, non, mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que cette leçon-là, de par ton passé, ce que tu as eu, ce qui est arrivé dans ta famille, c'est d'un côté, évidemment, c'est triste, mais regarde aujourd'hui ce qu'on peut faire avec Loisirs Pluriel, ce que ça t'a donné envie de faire, tu vois, de par l'association, de par Loisirs Pluriel, de par tout ce qu'on peut mettre aussi en rapport avec le handicap. Toi aussi, ça peut te concerner aussi un peu, Bouba, du coup, de par la situation dans laquelle tu as pu être. Donc, forcément, c'est des épreuves, comme tu l'as dit, qui forgent, mais qui, derrière, il faut savoir en tirer, évidemment, les meilleures parties, parce que maintenant que c'est passé, malheureusement, c'est passé. Mais au moins, c'est magnifique d'en ressortir la tête assez remplie d'idées, comme on fait avec Loisirs Pluriel, comme tu as pu faire toi dans ta carrière. Et voilà, toi, Ryan, est-ce que tu as eu des événements similaires? On a quand même 7 fractures du métatarse. Oui, non, mais autre que ça. Non, mais dans la jeunesse. Ouais, dans la c'est jeunesse, sûr, c'est ce qu'on c'est me demandait. Quand j'étais petit, moi, je dirais vraiment ce qui m'a touché, c'est pas forcément un épisode précis, mais c'est des souvenirs de quand j'étais au bled avec la famille. Le fait d'avoir vraiment une famille qui est soudée, qui est unie, une grande famille quand tu te retrouves avec limite plus d'une vingtaine de personnes, voire 30, et qu'il y a un partage qui est constant, il y a un amour qui est fraternel, qui est maternel de la part de ta mère, mais aussi de tes tantes et autres, et que tu te balades et tu te sens n'importe où chez toi, ça te véhicule quelque chose de positif. En fait, tu le gardes en toi, c'est une âme d'enfant que tu veux développer aussi par la suite, quand tu grandis, où tu te dis, en fait, le monde, on peut créer du bonheur, on peut créer du bonheur autour de soi, mais il faut, je pense, aussi être alimenté de base aussi par de l'amour. Tu vois. Quand tu reçois de l'amour maternel et aussi de tes proches, c'est pour ça que j'en reviens aussi, et j'ai rebondi sur le fait que c'est très important de s'entourer de ses proches et de les choisir correctement. Par la suite, tu développes un certain altruisme et une certaine envie de partager un maximum. C'est clair. C'est beau. T'en penses quoi? Depuis tout à l'heure, je vous écoute, moi. Je suis venu vous écouter carrément. Tu Est-ce vois. qu'on a amélioré ton regard par rapport à la jeunesse ou toujours donner des baffes, des gifles, des trucs comme je sais pas. On garde ça pour après. Ouais. Là, on commence tranquille. Oui, C'est la Ouais. séquence émotion. Ouais, Chacun voilà. se confie. Exactement. Et après, on Exactement. attaque le vif du sujet. Chose à régler là aujourd'hui. C'est ça. On a cuisiné, on a cuisiné. Non, mais c'est. Moi, t'as vu, comme je disais tout à l'heure, voilà, ce qui m'est arrivé là en 2025, voilà, moi j'avais mal pendant 1 an en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai pris un peu de poids parce que j'ai arrêté le sport et je me suis fait mal en marchant, je me suis fait mal. Voilà. Et j'ai entendu un petit clac. Je me suis dit, c'est rien. Voilà, j'ai fait le mec de. Voilà, le mec qui laisse passer. J'ai laissé passer, j'ai laissé les mois passer. Puis à un moment donné, je suis parti voir le médecin et j'ai fait une radio. Il m'a dit, monsieur, vous avez une fracture de fatigue. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu ça, tu vois. Et du coup, c'est par rapport au fait que, prise de poids, et en même temps, je me suis mis à avoir beaucoup marché ces dernières années, tu vois, en faisant le street reporter, en faisant plein de choses, en s'occupant de ma famille et tout. Et à un moment donné, mois de octobre 2025, je me suis dit, je vais mettre ce qu'on m'a prescrit, cette botte orthopédique. Et quand je l'ai mise, La fameuse. cette fameuse botte-là, tu vois, tu peux marcher avec. Hein. Mais franchement, là, j'ai dit, gars, mais c'est une opportunité de marcher, en fait. Ouais. Tu l'as eu jusqu'à la cheville, toi? Moi, je l'ai eu là. Mais là même, j'ai eu la même. Big botte comme ça, là, je l'avais, bam, et des Et fois, là, t'as les chevilles, t'as les béquilles, t'avances, t'as l'impression que t'es un cheval. c'est ça. Et moi, carrément, on me disait de porter la béquille, je disais non, je veux pas, laissez-moi. Et je marchais avec T'étais la sans botte, béquille. c'est bon, tu vois. Sans béquille, tu vois, j'étais là. Et là, j'ai vraiment capté, j'ai dit, gars, non, c'est une opportunité de marcher normalement, en fait, tu vois, sans botte, sans rien, tu vois. C'est vraiment une opportunité. Et en plus, sur le sujet du handicap, c'est vrai que du coup, on échange beaucoup avec des familles ou même des centres qui accueillent des enfants ou même des adultes en situation de handicap. Et c'est vrai que je trouve que c'est le ressenti aussi de pas mal de familles, mais le handicap, c'est vraiment mis sous le tapis, que ce soit même dans les discussions politiques, que ce soit dans les discussions institutionnelles ou autres, ça passe vraiment au second plan, tu vois. Moi, concrètement, après, bon, je suis pas calé à 100% ou autre, mais j'ai pas un politique en tête qui a fait du handicap une politique Ouais, concrète, l'étendard. tu vois, où vraiment L'étendard concrètement de- on va agir pour les personnes en situation de handicap. Et ça concerne énormément de personnes, parce qu'au-delà des handicaps physiques ou autres, il y a aussi les handicaps invisibles qui existent. Exactement. Et tout ça, c'est super négligé. Parfois, on a l'impression que, puisque
du premier abord, on constate rien de troublant, de choquant ou quelque chose de concret, on a l'impression que cette personne va bien ou autre, alors que peut-être ça peut être mental, ça peut être encore autre chose. Et c'est vrai que ce travail-là, je pense, à notre échelle, mais comme beaucoup de personnes le font, de justement en parler, de sensibiliser, si ça peut justement faire parler de ces thématiques-là, de ces sujets-là, c'est déjà, on va dire, à notre échelle, une petite victoire. Parce que faut en parler, faut informer et faut sensibiliser. Parce que si demain, de par les anecdotes qu'on va raconter, les gens qui vont intervenir, les actions qu'on va mener, certaines personnes, certains jeunes, certains même adultes peuvent justement conscientiser et se dire Attends, mais peut-être que la prochaine fois, je vais pas réagir de cette manière, ou je vais pas avoir ce mépris ou cette façon de dire ou de négliger entre guillemets l'autre. Tu vois. Et je pense que c'est super important, en tout cas, d'apprendre, exactement, d'apprendre, de prendre conscience et de s'informer aussi, je pense. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que tu te rappelles, une fois, on était en mairie Ouais. et on regardait toutes les aides et autres qui étaient mises en place pour le handicap. Mais c'était tellement flou. Clairement. Il y en avait 26 000 instituts différents, mais au final, même eux, ils s'y perdent, quoi. Donc, faut mettre en avant, et Booba, d'ailleurs, toi, tu le fais très bien à travers tes émissions, de manière générale, peu importe le sujet, pouvoir visibiliser les gens qu'on invisibilise en soi. Et tu le fais très bien sur Dis-nous-en. Là, c'est important ce que vous dites, parce que franchement, quand j'ai eu mon immersion il y a 30 ans dans ce centre de rééducation Hélène Poidat, c'était à Saint-Fargeau-Ponthierry. D'ailleurs, je suis retourné il y a un groupe WhatsApp, enfin un groupe Facebook. Je suis parti dedans il y a quelques temps, j'ai revu des têtes, j'ai dit non, c'est pas possible, truc de ouf. C'était il y a 30 ans, tu vois. Et t'as reconnu des têtes ? J'ai reconnu des têtes. C'est pas vrai. Là, je te promets, il y en a carrément, j'ai parlé avec une ou deux, elle m'a dit, moi, comment ça va ? Je dis, Mais non. 30 ans. Et c'est vraiment un monde invisibilisé. Tu vois. Et comme vous dites, malheureusement, voilà, c'est bien beau d'aménager des lieux d'entrée, en tout cas des entrées dans des structures voilà, pour les personnes en situation de handicap. Mais en vérité vrai, à un moment donné, les autorités, il faut se pencher sur ces personnes. Tu vois. On n'attaque pas à la racine directement. On n'attaque pas à la racine et c'est parce que voilà, il y a des comment dire, il y a des effets d'annonce que des hommes et des femmes politiques mettent en place. Voilà, ils préfèrent se concentrer sur d'autres sujets plutôt que sur l'essentiel. Tu vois. C'est sûr. Après le passage à l'hôpital, t'étais au collège à ce moment-là. Ouais. Les notes, ça allait ? Plus ou moins ? Franchement, c'est à ce moment-là, j'ai décroché. Ah ouais ? C'est à ce moment-là, j'avoue décroché. Parce que voilà, moi, comme nous tous ici, j'étais au collège en 6e. J'ai redoublé ma 6e parce que quand je suis arrivé en 6e, j'étais dans une classe très perturbante. Bon, moi-même, j'ai perturbé des gens aussi. Tu vois. On imagine. Et du coup, j'ai refait ma 6e. Et quand j'ai refait ma 6e, j'ai décidé de bien travailler à l'école. Voilà, vraiment, ma mère, elle m'a emmené. Déclic. Ah ouais, j'ai eu un déclic. J'ai dit, là. T'as eu beaucoup de déclics dans ton enfance. J'ai dit, vas-y, là, je vais bien travailler à l'école. Là. Donc, ma mère, elle m'a emmené dans la maison de quartier du quartier. Nelson Mandela, mes animatrices étaient là. Zora, plus d'autres encore. Et du coup, voilà, 5e, pareil, nickel. Puis, voilà, quand on arrive lorsque j'ai eu mon accident et que j'ai dû retourner, que j'ai dû me faire opérer et partir dans un centre de rééducation, ça m'a coupé un peu, tu vois. Et c'est là que je vois que les vacances, faut pas qu'elles durent trop longtemps. Parce que moi, lorsque on est parti à l'hôpital, tu vois, c'était en août 95. Et je me rends compte qu'en vérité, je suis retourné à l'école là-bas peut-être en octobre 95. Et en fait, 3 mois, ça faisait trop, en fait. Tu sens l'écart ? J'ai senti l'écart. J'ai dit, waouh, 2 mois, 3 mois sans aller à l'école. Ah, c'était beaucoup. Du coup, ça m'a un peu déconnecté. Puis, bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu en 4e, parce que d'après ce que j'ai compris, la 4e est une classe assez difficile, tu vois, parce que tu apprends de nouvelles... Les parents le disent toujours, c'est la classe la plus compliquée. Ah non, c'est chaud la 4e. Je sais pas si vous la rabâchez à vous. Ah, c'est le cas, hein. Je confirme. On a dit que la 4e c'est plus compliqué. On n'a pas eu besoin de me le dire, je l'ai vu sur le bulletin, je te dis la vérité. C'est dur. Et en plus, le pire, c'est que c'est une classe compliquée, mais c'est, comment dire... c'est une classe, elle est déterminante parce que tu vas aller en 3e et si jamais tu n'as pas suivi, enfin en tout cas si tu n'as pas bien tenu la 4e, soit tu vas en général, soit tu vas en pro. Après tu te débrouilles, même si je ne suis pas de ceux qui dévalorisent le pro.
Bien sûr. Mais voilà, quoi qu'il en soit, tu te débrouilles comme tu peux. D'ailleurs, en parlant de la filière pro, on t'a orienté vers la filière pro, si je dis pas de bêtises. Ouais. Généralement aussi, c'est vu comme une filière de second choix. Malheureusement, hein, on se rend pas compte parce qu'il y a tellement d'opportunités sur ce genre de filière. Et je tenais à vous le dire aussi, si vous avez des convictions ou vraiment un but précis dans votre vie, allez-y, foncez. Si vous savez que dans cette filière, il y a une possibilité, n'écoutez pas les gens qui vous entourent. C'est très important. Je pense qu'il faut le dire parce que on écoute beaucoup ce qu'on entend autour de nous. Les pros, c'est souvent les cassos. C'est ceux qui n'ont pas bossé. C'est ceux qui... Mais en réalité, on peut très bien s'en sortir et réaliser nos rêves tout en étant en pro. Et il y a des parcours qui se croisent. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un bac pro en vente et commerce parce que je voulais aller, parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu sors un peu de 4e et 3e, tu te dis après, tu vas passer au lycée, tu vas plus être avec tes amis, parce que certains vont aller en général et d'autres non. Et pareil, comme tu as dit, il y a ce truc-là de pro, c'est un peu pour les autres qui sont pas très scolaires, c'est un peu le reste, c'est ceux qu'on veut sortir un peu du chemin que tout le monde prend normalement. Et tu as ce truc-là que tu dis, ouais, tous mes amis vont aller en général, moi non, du coup, tu as un peu envie d'aller en général quand même. Et tu sais que c'est pas spécialement fait pour toi. Tu te mens un peu à toi-même. Et c'est ça qu'il faut pas faire aussi. C'est vraiment, si tu sais que tu vas aller en pro, tu y vas. Il y a des matières hyper intéressantes, il y a des filières hyper intéressantes. Et si tu vas aller en général, tu y vas. Mais en tout cas, faut pas se laisser influencer comme tu l'as dit. C'est beaucoup plus concret même. Oui, faut le dire. bien sûr. Bien sûr. Tu attaques directement le concret. Tu as des stages. Après, je crois que tu en as aussi là, en général maintenant des stages. C'est ça. Mais non, en tout cas, bon, c'est la petite parenthèse scolaire Non, mais t'as raison. et conseil scolaire. Mais c'est, ouais, écoutez pas ce que les autres vont dire. Écoutez vous ce que vous voulez faire et ce dont vous avez envie tout simplement. Et Et toi, même- Booba, Ouais, tu voulais dire un truc? Ouais, je veux dire que même de manière globale, même en dehors du contexte de l'école ou autre, même le fait d'aller au bout de ses objectifs, de pas forcément écouter les on-dit, les personnes qui parfois vont te descendre pour les mauvaises raisons, c'est important, même pour soi, aller au bout des choses. Tu as une envie, fais-le. Peut-être que ça va pas marcher, peut-être que tu as rencontré des échecs, c'est clairement possible. En revanche, dans 10, 15, 20 ans, tu n'auras pas ce regret de te dire « Putain, j'aurais dû le faire ». Et ça, je pense, c'est quelque chose, quand tu grandis, ça peut te bousiller en fait. Je te Parce que rejoins tu te totalement. dis, ouais, bah, quand j'avais 20 ans, soit j'ai négligé les études, soit j'ai pas lancé, je sais pas, un business ou autre. Et tu te dis, bon, bah, maintenant c'est plus compliqué. Tu Tu es vois. heureux pour le regard des autres. C'est ça, faut et se ça, rejoindre. c'est super dangereux. Ah non, mais je vous rejoins tout à fait. Et toi, Booba, tu l'as vécu comment du coup? Bah, à un moment donné, bah, voilà, tes notes sont pas suffisantes. Donc tu te retrouves à postuler pour aller en BEP vente action marchande, tu vois, BEP vente. Et soit BEP vente, soit BEP compta. Tu vois, c'était ça. Soit BEP compta, soit BEP vente, ou soit il y en a qui allaient en mécanique. À l'époque, il y avait moins le choix. Ouais, c'était. Et puis on était. Enfin, moi je vous parle, on était en 99. Tu vois, 99-2000, même. Avant, je suis ouf. Oh là là, c'était 96, 97. Ouais. Donc c'est vraiment une autre époque, tu vois. C'est pour ça aujourd'hui, quand je vois les initiatives comme celle de Dylan Ayassi, qui a son association qui s'appelle Une voix pour tous, et d'ailleurs elle a sorti un ouvrage sur la filière pro. C'est pour vraiment la valoriser. Parce qu'en vérité, que tu ailles en général ou en pro, tant que tu vas jusqu'au bout, bah, c'est bien. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes métiers en fait, c'est pas les mêmes orientations, c'est tout. Si tu veux devenir médecin, bah, prends la filière générale. Après, tu iras à l'université, puis tu feras des études de médecine. Mais si tu veux un métier tel que, exemple, la vente, bah, vas-y, tu vas en filière pro et après, bah, tu continues ton cursus. Mais c'est vrai que nous, on est d'une époque où cette filière a été dévalorisée et on mettait ceux qui n'avaient pas forcément les notes suffisantes. Et vas-y, vous allez là-bas. Et les autres, les intellos, allaient en général. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus nuancé, donc c'est bien. Ouais, c'est une bonne chose. D'ailleurs, en plus de ça, je voulais aussi parler de l'association. Si je dis pas de bêtises, c'est Viens à mon taf. Je sais pas si ça te parle. Ouais. C'est une association généralement aussi pour des collégiens et lycéens qui sont en carrément. recherche de stage dans des milieux où c'est plutôt compliqué d'accès. C'est notamment pour certaines classes populaires. Mais ils vous accompagnent sur la recherche de stage. Donc n'hésitez vraiment pas à les contacter. On pourra le mettre en description ou partager certains posts aussi de ce qu'ils font. C'est vraiment utile pour nos petits frères. Il faut en parler.
parce que c'est une voie. Il y a un ascenseur social aussi, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer, qui existe et il faut prendre votre avenir dans vos mains concrètement parce qu'il n'y a personne qui le fera à votre place. Et même en plus, comme tu l'as bien dit, ça donne aussi l'accès à l'information, tu vois. Mm. Aujourd'hui, quand on vient de quartier ou autre, on n'a pas la même information que des personnes qui viennent de quartiers plus privilégiés, encore plus en matière d'études ou autre. Je me rappelle, j'en discutais avec des amis, mais juste la connaissance de faire une prépa après le lycée, par exemple, je l'ai su en terminale parce que j'ai vu que des personnes s'orientaient dans cette voie-là. Là où des personnes ont vraiment, on va dire, L'objectif depuis la exact. troisième. depuis la je te jure. troisième, tu vois. Et je pense que même dans la pluralité d'options qu'on a aujourd'hui, c'est important d'en être conscient, tu vois, de se dire que bon, bah, j'ai cette voie-là qui est possible, j'ai cette voie-là aussi, et se dire aussi que c'est pas parce que je viens de tel ou tel endroit que je peux pas finir astronaute, acteur, peu importe, et Exactement. que faut y aller, quoi. Ouais, Après, on verra bien ça. si ça marche, tu vois. Je pense que c'est C'est ça. important. Exactement, c'est très important. Et on se rejoint aussi. D'ailleurs, faut le dire, nous on est dans les études, Ouais. mais en parallèle, on a réussi à monter notre asso. Mm. Donc c'est assez considérable et c'est compliqué. Donc aujourd'hui, c'est le collectif aussi qui est important. Et moi, je voulais t'en parler, Bouba. Les collectifs que tu as pu côtoyer ou que tu as pu fonder durant la suite de ton parcours. Est-ce que ça te parle si je te dis 109.1, Chou, si je te dis CDR, Ouh, là, là. ça te parle? Ah oui, ça me parle. Comment tu as su rassembler ce monde-là? Comment tu as su fédérer et qu'est-ce que ça t'a apporté? Dis-nous tout. En vrai, ma vie, c'est une succession de, comment dire, d'accidents. Mm. C'est-à-dire que, voilà, je suis allé en BP vente parce que, à un moment donné, les notes n'étaient pas suffisantes et voilà, c'est un accident aussi. Donc, je suis arrivé là-bas, j'ai eu mon BEP, ensuite après, je me suis dit qu'à un moment donné, pourquoi pas faire une première d'adaptation. Je ne sais pas si ça existe encore, c'est une première d'adaptation. C'est-à-dire que tu es en filière pro et à un moment donné, tu passes par une classe pour pouvoir aller en général. Mm. Ok. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, j'ai fait une première adaptation pour aller après en filière générale et en commerce, toujours dans le milieu du commerce, tu vois. Et là, je me suis vraiment rendu compte que il y avait un écart de niveau. Là, je suis arrivé en général, j'ai dit, waouh, mon gars, là, il faut travailler, là. Ça va pas. Ouais, scolaire, c'est... Ah ouais, c'est ça. C'était, tu vois, parce que Ah, c'est cardio, faut le c'est dire. cardio, c'est cardio. T'as Mm. vu, BEP vente, ça va, le niveau, ça va, c'est gérable. Mais quand tu arrives en filière générale, en tout cas en mode bac STT commerce, je dis là, il faut jobber là. Ah. Oh, Ah, t'es arrivé à une même période que moi. Moi, c'était terminale. Mm. J'avais pris maths physique parce que nous on avait les options. Laisse tomber, je me suis dit, j'ai dit pourquoi j'ai pris ça. J'étais là, j'ai dit pourquoi j'ai pris ça. Je me rappelle, faut pas le faire les amis. Avant l'épreuve, dans ma calculette, l'ATI, je rentrais toutes les formules. Toutes les formules pour m'en souvenir. Ça s'est effacé juste avant, j'étais devant ma feuille. Je me suis dit comment je vais faire, tu stresses, Ah, c'est des matières, faut savoir, Ouais, faut tu- connaître, Alors, faut pas non, vous embarquer comme ça. Ah Moi je non, vous le non. dis. Ah non, préparez-vous les gars, préparez-vous, faut être prêt, faut être prêt. Puis après voilà, au fil du temps en fait, lorsque moi je suis arrivé au lycée, voilà, j'étais au parc des Loges, voilà. En fait, nous notre problème, c'est qu'on s'est suivi. T'es entre potes, on s'est suivi. Mm. Ok. À un moment donné, quand moi je suis allé en BEP vente dans tel lycée, c'est parce que j'ai mon gars qui m'a dit, avec qui j'étais, voilà, mon équipe du CDR à Grigny, à l'Ellipse, on aimait bien se suivre. Tu vois, donc, Ah, vous vous influencez voilà, mutuellement. on quitte le collège, on se dit, bon, toi, tu vas où, toi? Moi, je vais à Langevin, je fais là. Donc, j'ai un de mes gars, Blada, qui, à un moment donné, me dit qu'il a trouvé une place dans un lycée. Tu vois? Et il me dit, ouais, il reste une place en BEP vente. Ah, j'avoue, j'ai fait l'enfoiré. Hein. Je suis allé dans ce lycée-là, j'ai pris sa place. Il le sait ça aujourd'hui ou... Il le sait. Ok, ça Parce va. que quand je suis arrivé devant sa porte, il m'a dit, mais je suis allé au lycée avec ma mère et la place, elle a été prise. BEP vente, tout. Je dis, c'est moi, frère. Il t'a Il dit m'a quoi? regardé. Et j'étais devant sa porte. Il voulait me frapper. Tu vois, j'ai dit, gars, excuse-moi, mon frère. Ah, t'as vu, je me sentais. Du coup, lui, il allait en BEP, compta. Tu vois. T'as saisi l'opportunité. Il me l'a dit direct. J'ai dit à mon père, papa, il y a une place dans ce lycée-là. Viens, on y va. On est allé m'accompagner direct. Bam, j'ai pris la place. Bon, aujourd'hui, Blada, excuse-moi, mon frère. Je me suis excusé déjà à l'époque, mais franchement, excuse-moi. Tu vois. Ah ouais, non, faux. Et du coup, voilà, après, pareil, lorsque j'étais en BEP, vas-y, on a réussi à se retrouver entre 3 ou 4 potes. Pareil, vas-y, tu fais quoi après une adaptation? Moi aussi. Allez, on s'est retrouvés dans la même classe. À pas forcément faire le boulot qu'il fallait, tu vois.
Puis après, à un moment donné, quand j'arrive au lycée, déjà qu'on écoutait pas mal de rap, on était vraiment happé par cette culture que le hip-hop. Donc on a commencé, voilà. Les gars ont commencé à rapper pendant l'été et ils étaient plus à fond que moi. Et finalement, c'est moi qui a fini plus à fond qu'eux. C'était sous le collectif 109.1. Voilà, du 109.1, tu vois, Ouais. qu'on a créé, tu vois. Et à la base, c'était pas du 109.1, c'était, voilà, on avait plus différents groupes, synchro, élite, des gars, nous, qu'on a rencontrés au lycée, qu'on appelle Mama des Ortega, tu vois, nos gars, qui nous ont fait, répéter dans un studio de répétition. Pour la première fois, on entendait nos voix dans un micro, enfin, en tout cas... C'est quelque chose, hein. Ah ouais, dans Quand des tu fais enceintes. le premier studio, tout ça, tu te dis, tu te prends pour une star. Mais c'est ça, tu vois, c'était des studios de répète, même pas des studios d'enregistrement, studios de répète, tu vois. Et donc, grande dédicace à ces messieurs qui après sont appelés Hatchesai. Et puis après, on a monté le collectif du 109.1. Et en fait, c'est à ce moment-là, parce qu'en fait, avec le collectif du 109.1, c'était normalement mon Reagan, qu'on appelle Ortega. C'était lui qui devait prendre, le commandement. Donc, on se retrouve en réunion avec tout le monde. On attend qu'il parle. Il me regarde, il dit, Bouba, vas-y, parle. Et c'est à ce moment-là que je me suis levé, j'ai dit, bon les gars, on va faire ci, on va faire ça, et voilà, ça a commencé comme ça. Et du coup, voilà, après, on a enchaîné les associations, dont l'association CDR aussi, parce que c'était une association qui était plus centrée sur la culture africaine, le fait d'apprendre sa culture, avec pas mal de combats militants, afro. Je dis toujours, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est très important. C'est ça. Donc après, il y a un ensemble d'associations du 109.1, c'était la première association qu'on a créée, vraiment par rapport au rap, avec laquelle on a organisé un concert. Après, on a enchaîné avec le CDR. Après, on a intégré j'ai intégré des associations de grandes chez moi, une association qui s'appelle P3, à travers laquelle on est allé faire des chantiers humanitaires, solidarité au Sénégal, à 2 reprises, en 2005 et 2006. Donc moi, le monde associatif, je le connais depuis 1998 et... avec un ensemble d'associations avec lesquelles on a organisé des concerts, dont une association qui s'appelle Blanc Côte Musique aussi, avec mon festival que j'ai intégré avec Tonton en 2005. Mais voilà, c'est un ensemble... T'as toujours ressenti ce besoin de construire avec autrui ? Parce que t'es vraiment présent dans le milieu associatif aujourd'hui, donc... En fait, comme je t'ai dit, c'est vraiment un accident. Moi, je vais vous parler clairement. Moi, je suis un galérien qui, à un moment donné, a eu besoin de faire des choses. C'est bien. Qui s'ennuyait, et qui, à un moment donné, je me suis dit, gars... je traîne avec un certain nombre de personnes et des personnes qui à un moment donné sont dans des dynamiques et moi-même j'ai voulu mettre en place des dynamiques, notamment par rapport au rap et par rapport au monde associatif aussi. Et donc je suis tombé sur des gars que j'ai suivis et qui m'ont suivi. Et c'est un certain moyen d'expression. On en parlait aussi la dernière fois, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avec Adama Kamara, sur le fait d'écrire. Il avait des ateliers aussi avec les jeunes où c'est vraiment un moyen d'expression et qui permet aussi d'éviter les violences. Faut en parler aussi des RICS, on l'abordera un petit peu plus tard dans l'émission, mais ça permet vraiment d'extérioriser comme le sport ou autre. Est-ce que vous aviez une manière d'extérioriser, les gars, si vous pensez, et pouvoir aussi donner des conseils aux personnes qui nous regardent ? Tu vas ? Plus jeune, c'était les jeux vidéo, je me renfermais beaucoup dedans. J'étais quelqu'un de social, mais pas trop. Social, mais avec des limites. Et oui, nous, on a été dans l'ère des consoles, on était dedans. Mais on était dedans, nous aussi. La première NES, nous, on appelait ça on est des foot consoles, nous. Oui, mais avant, en plus, encore mieux, tu vois. On est ensemble, là. Ouais, on est ensemble, les gars. Ça nous rejoint. On est ensemble. Et puis après, ça a été le sport. Hein. En vrai, après, je pense comme pour beaucoup de personnes, ça a été le sport. Pas le rap. Pour ma part, c'est pas un truc dans lequel j'ai spécialement grandi, même de par là où j'étais. Moi, je suis pas né, j'ai pas grandi en quartier ou quoi, donc c'est pas un environnement dans lequel j'étais spécialement, mais c'est un environnement qu'aujourd'hui je dedans tout le temps en fait, j'ai l'impression, tu vois. C'est vrai que le rap c'était plus votre époque, hein. Faut le dire, le rap conscient, le rap vraiment où il y avait une envie de transmettre un message fort, un peu à la Kerry James. Ouais. Après, je sais même pas si aujourd'hui on dit rap conscient, mais le rap à l'époque c'était soit de l'ego trip, tu sais, genre moi je suis le meilleur si et ça, soit c'était tu racontes tu racontes la société, voilà, c'était ça, tu vois. Donc vraiment les rappeurs conscients d'époque, même Kerry James avant qu'il arrête avec Ideal J et qu'il revienne avec Si c'était à refaire, on disait même pas que c'était du rap conscient, tu vois, on disait que c'était du rap. Parce que vous c'était la base quoi, c'était la norme. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui c'est beaucoup plus commercial, beaucoup plus
il y en avait aussi des mecs qui faisaient du rap un peu plus léger à l'époque. C'est pour ça que des fois, j'aime bien recentrer les choses en disant qu'à l'époque, les gars, tout le monde n'était pas en mode rappeur militant, conscient, tout. Il y avait beaucoup d'ego trip. Ouais, moi, je suis le meilleur, je suis ci et ça, tu vois. Donc, et le rap qui racontait des choses. Les mecs qu'on pouvait dire que c'était vraiment du rap engagé, c'était qui? C'était un groupe comme Assassin, comme La Rumeur, et on va dire Kerry James dans les années 2000. Parce que Kerry James, Ideal J, c'était engagé, mais c'était Kaira. Hein. C'est vrai, non, c'est vrai. Faut le dire, c'était Kaira de ouf. La Mafia Qu'un Free, c'était Voilà, c'était ça Kaira. rigolait pas. Voilà, c'était du rap de Kaira, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, t'avais quelque chose pour extérioriser? Bah, un peu comme ce que Sofiane a dit, je dirais beaucoup le sport, les jeux vidéo aussi, j'ai beaucoup joué, j'ai même trop joué. Ouais. Franchement, si maman tu vois cette émission, désolé, j'ai trop joué aux jeux vidéo. Maintenant j'ai arrêté les jeux vidéo, c'est surtout le sport je dirais. Mais je voulais raconter une anecdote, en plus c'était là quand on a fait le rendez-vous à la mairie, notamment sur le handicap. Parce qu'on avait, et je pense important de raconter cette anecdote, en fait on a échangé avec une personne qui met en place des ateliers pour les adultes en situation de handicap. Et donc, en fait, régulièrement, ils mettent en place des activités de poésie, de littérature ou autre. Et un jour, il y a une personne qui avait, je crois, la quarantaine ou cinquantaine. Exactement, qui les a rejoints pour la première fois lors de cette activité. Et au premier abord, cette personne était assez distante, froide, elle ne s'exprimait pas véritablement. Et au moment de faire cette activité-là, il s'est complètement révélé. Et la manière dont il a écrit ses vers, les différentes phrases, tu l'avais lu le poème. C'était touchant et c'était beau. Il disait à un moment donné, moi c'est ce mot-là qui m'avait touché, je suis, et en fait chaque personne disait pour elle ce qu'elle représentait. Et il y en a, il disait je suis un chat, je suis un soleil. Et lui il a dit je suis un diamant brut. Tu vois, donc on retourne au côté ego trip. Mais ouais, c'était touchant. Il y avait même un truc aussi qui nous avait beaucoup marqué, je m'en souviens, on en avait discuté justement. C'était, je sais plus, mais c'était justement les choses qu'il voulait mettre en avant et les choses qu'il voulait le plus voir justement. Exactement. Et il y avait justement l'amour, il y avait la paix, le vivre ensemble, etc. Juste vivre. Exactement. Et juste vivre. ce qui était beau aussi, c'est qu'il y avait aussi, c'était un mot à trous, fallait le compléter et fallait compléter la phrase ce que je déteste le plus. Et ce qu'il avait mis, c'était le racisme, les injustices, etc. Et ce qui est beau, c'est que quand on voit la personne au premier abord, on se dit bon, elle paraît assez distante, elle ne veut pas forcément s'exprimer ou autre. On a des préjugés même, faut le dire. Exactement. On aurait pu avoir des préjugés ou la stigmatiser. Et alors que dans le fond. Et quand on lui a donné ce moyen d'expression qui lui allait et qui lui convenait, bah justement. Il tapait sur l'ordi lui directement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Il parlait pas, donc il tapait directement sur l'ordi. Se réveiller. Donc ouais, je pense qu'en fait, ces moyens d'expression, ça varie pour beaucoup de personnes. Exactement. Mais je pense que c'est vraiment un facteur super important une fois qu'on arrive à le trouver pour se libérer, tu vas faire toute cette décharge d'émotions aussi, tu vois. Je pense que c'est super. C'est sûr. Moi, dans mes années rap, là, j'ai préféré même plus écrire que rapper. Ah ouais? Tu vois, et je me souviens d'un jour où. Moi, j'écrivais beaucoup en fait. Par exemple, chez moi, j'ai un placard où j'ai plein de cahiers où j'écrivais en fait. J'écrivais ce que je pensais. Et puis, même à un moment donné, moi, tellement j'avais l'inspiration dans l'écriture, je dormais avec un cahier et un crayon, un stylo. Mais non. Et je me réveillais la nuit pour écrire. Et à un moment donné, j'ai dû. Et c'était une maladie en fait. Pour moi, c'était une maladie. J'ai dit, gars, il va falloir que tu restreignes ton inspiration. T'as des petites punchlines là à nous sortir en tête, des trucs qui t'ont marqué. Oui, c'est compliqué. Je retrouverai ça dans l'émission là, je vous le sortirai. Il n'y a pas de souci. Tu nous dis, on fait une pause et tu nous la sors, ok? On fait comme ça. C'est une forme d'addiction pourtant, un peu plus que maladie. Je pense que c'est plus le mot. Ouais, addiction, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment, c'est moi, j'aime écrire. Tu vois, c'est vraiment, j'ai préféré plutôt écrire que rapper. Et d'ailleurs, j'ai donné des ateliers d'écriture, tu vois, pendant un certain moment, dans différentes structures sociales. Et un jour, je me souviens que j'écrivais. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est écrire dans mon téléphone et retranscrire tout ce qu'il y a dans mon téléphone sur un papier. Et après, il y avait l'inspiration qui m'arrivait aussi, enfin, qui arrivait. Et un jour, je me souviens avoir écrit et avoir fini. Et je me souviens avoir soufflé. Et là, j'ai capté que vraiment, l'écriture, c'est thérapeutique. Et que vraiment, c'est comme une espèce de forme de guérison. Tu vois, que vraiment, écrire, ça peut changer des vies. Ouais. Tu vois, pour de vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de ce rôle de rappeur que tu avais à un moment donné, il y a aussi un autre rôle qui est venu à toi
parce qu'il y a plein de choses qui viennent à toi durant ta vie. C'était le rôle de médiateur. Et ouais. Ce rôle de médiateur, comment ça se fait que les gens ont pensé à toi directement, te font confiance, se disent Booba, il ferait un excellent médiateur. Et aussi, qu'est-ce qui a fait que toi, en soi, t'as embarqué dedans? Parce que si je dis pas de bêtises, au départ, t'étais pas vraiment très chaud. Mhm. Et que par la suite, tu pas tombé amoureux, mais tu l'as embrassé, quoi. T'es y allé. Et t'es resté des années aussi. Ouais, mais encore une fois, c'est un accident tout ça. Je t'ai dit, moi, c'est que Beaucoup des accidents. d'accidents. J'arrête l'école, bah voilà, on en revient à une espèce de chronologie, tu vois. Je suis là, à un moment donné, j'arrête l'école au bac et il faut que je trouve du travail. J'avoue, j'ai eu le courage de dire à mes parents, j'arrête l'école. J'étais dans le salon comme ça, j'arrive. Et voilà, mais mon père et ma mère étaient dans le salon, j'ai dit ouais, j'arrête l'école. J'ai cru qu'ils allaient avoir une réaction épidermique. Non, ça va. Ils m'ont dit, bon, il faut que tu trouves du travail maintenant. Et du coup, pendant 4 mois, j'ai erré. Jusqu'à ce que je tombe à la gare d'Evry sur mon gars Bakary, Moïse, et qu'ils me disent, je le vois, il était avec une équipe de mecs habillés en bleu, tu vois. Ils étaient des médiateurs. Il me dit, tu sais, qui recrutent là. Je dis, vas-y, je cherche du taf là. Parce que ma mère, tous les matins, elle est là, elle me dit, va trouver du travail. Elle m'appelait, elle me disait, trouve du travail là. Parce que sinon, tu donnes le mauvais exemple à tes frères et sœurs. Il faisait partie du CDR ou quoi? Mon gars, Ouais. Moïse, non, même pas. Même pas. Lui, il habitait là-bas au canal à Évry. Ok. Et quand, voilà, c'est vraiment. Alors, lui, c'est un vrai rassembleur. Alors, Ouais. c'est Tu vraiment- l'es aussi, il faut le dire. C'est par la force des choses. Tu vois. Et du coup, voilà, je suis parti, j'ai passé les entretiens. Et puis, j'ai été médiateur sur Évry, Corbeil, Lys, de 2000 à 2006. Entre-temps, j'ai été animateur. Enfin, en tout cas, j'ai passé une formation pour être animateur. Mhm. Puis après, je suis redevenu médiateur sur Grigny de 2009 à 2013. Et puis maintenant, de 2013 à aujourd'hui, je suis dans l'insertion sociale avec toute mon équipe à Massy où on accompagne des jeunes vers l'emploi. Et tu as aussi fait des émissions, du coup. Est-ce que les émissions que tu as mis en place aujourd'hui, c'est aussi une forme de médiation? Tu vois, entre guillemets. C'est la vraie question qu'il faut se dire. Parce que tu arrives à visibiliser les gens qu'on invisibilise de la société. Et aussi, il faut le dire, à un moment donné, Booba a fait une grande émission où tu avais invité, si je dis pas de bêtises, il y avait le maire, il y avait plusieurs représentants, il y avait énormément de personnes. Et c'était un débat vraiment sur la place publique. Et ça fait beaucoup de vues, ou je sais plus, j'ai eu un écho, en tout cas, j'ai eu un Mhm. bon retour sur cette émission. Mais même dans tes émissions, tu fais de la médiation en soi. Et là, tu viens de me faire prendre conscience de ça. Moi, là, comment dire, je me remémore certaines émissions. Je me dis, ouais, si, c'était de la médiation. Tu vois, notamment une émission avec l'imam Mehdi, avec Alpha 520, sur différentes thématiques qui concernent le racisme intracommunautaire, tu vois, ou intercommunautaire et intracommunautaire. Et encore une fois, les podcasts, ça, c'est un accident. C'est vraiment un Ça accident. a toujours été un Ouais, c'est accident. un accident. À un moment donné, j'arrête de rapper. Donc, je reviens sur Grigny, je reviens, et voilà, parce que j'avais déménagé, je reviens. Et mon grand tonton, il me dit, bah vas-y, mets-toi dans les médias, vu que tu as une expérience dans tout ce qui est les débats en public. Parce qu'avec mon gars Kizo, qui est à l'origine avec Yann Morvan d'un projet qui s'appelle Gang Story, on avait fait une tournée, d'ailleurs Yann Morvan, paix à son âme, on avait fait une tournée un peu sur Gang Story, c'est-à-dire c'est l'histoire des gangs de 45 à nos jours. Et dans ce Gang Story, en tout cas ce documentaire, il y a un livre photo aussi qui l'accompagne. Tu peux voir MC Jean Gabin, tu peux voir des chasseurs de skins et des skins. Et mon gars Kizo est parti interviewer des chasseurs de skins et des skins. Ok. Du coup, on a fait une tournée où moi, j'animais le débat en public. Ok. Et du coup, tonton m'a dit, vas-y. Il y a des émissions de ça? On peut voir On peut quelques poster. extraits sur Internet, tu vois. Ok. Et du coup, moi, j'étais pas chaud, moi, pour le début. C'est un accident. C'est ça, j'étais pas chaud, moi. Tout ça, là. Carrément, ils avaient le matos, ils avaient déjà commencé hein, avec Grice TV. Enfin, Grice TV aujourd'hui, mais Grice, Max Ben, Néo Musique. Moi, je l'ai regardé de loin, j'étais là, je disais, ouais, c'est cool. Mais non, c'est pas pour moi. Et ça vient à toi naturellement. Puis après, c'est Par la force venu des parce choses. qu'à un moment donné, je sais pas, je me suis dit, vas-y, je vais m'investir dans la politique, monter un parti, et vas-y, on va le promouvoir à travers ce que tonton m'a proposé. Et d'ailleurs, ce parti, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que tu y as repensé parce que tu étais plongé dans tes émissions au final. Ah, c'est ça, exactement. Tu étais vraiment plongé Voilà, dans tes c'est ça, émissions. donc 9 ans. 9 ans, et jusqu'à la fracture de fatigue où j'ai fait la pause. Mhm. 9 ans non-stop. Disons les choses, Ouais, c'est sûr. parcourir, aller filmer. Je crois avoir été fou, et maintenant, je pense m'être saisi. Tu vois le temps passer ou
Ces 9 ans-là, t'as vu que c'est passé comme ça ou est-ce que t'as pris conscience des choses pendant que t'étais dedans? Franchement, j'ai pris conscience quand je me suis arrêté là. Tu vois. Quand vraiment là. C'est là, t'as en fait le bilan. Ma fracture de fatigue, en fait, c'est une bénédiction parce que comment dire. Et j'étais dans un élan. Ouais. Et j'allais pas m'arrêter, moi. Tu sais, moi, si j'avais pas eu la fracture de fatigue, là. Ça se T'étais trouve, parti pour. j'étais parti pour aller dans tel événement chaque semaine. Et arrêter, heureusement, ça m'a freiné. Même si ça m'a fait mal. Mais t'es avec nous. Voilà, regarde, je suis avec vous. Tu vois, je suis avec vous pour en parler aujourd'hui, tu vois. Et heureusement que. Mais les 9 ans, claquement de doigts, Ah non, c'est franchement. Et j'ai l'impression que le temps est passé super vite à partir de. Pour ma part, à partir de 30 ans. Le temps est passé à une vitesse phénoménale. Tu vois, Ah, c'est impressionnant. D'ailleurs, petite anecdote. Ouais. Est-ce que tu sais qu'on s'était vu il y a 5 ans? On s'était vu il y a 5 ans, puisque tu nous avais aidé pour préparer une émission, pour la récré, parce que j'étais au sein de l'association Pas de la même ville et alors. Mon gars. Est-ce que tu t'en rappelles? Là, maintenant, je me rappelle. Avec Barberich. Avec Barberich, Ami, Exactement. dans le local là-bas. Exactement. C'est ça, on était venu avec un petit van du Pré Ouais. Saint-Gervais. Exactement, c'est ça, je me souviens. C'est ça. Et tu nous avais appris plein de choses. Et Barberich aussi. Oui, mais je crois que vous avez beaucoup communiqué avec Aminata, Barberich. Ouais. Et voilà, c'était. En fait, nous, on ne fait que notre rôle. Vous êtes dans le partage. Parce qu'on a grandi là-dedans. Tu vois, moi, quand tu parles de comment tu as grandi avec cette famille aimante, et je pense que nous quatre, on est dans ce cas-là. Quand tu t'es remémoré les souvenirs tout à l'heure, mais moi, j'avais des flashs. Moi. J'ai des flashs de ma famille. Et comme tu as dit, créer du bonheur. Et c'est d'une importance capitale. Ouais. Tu as vu, aujourd'hui, avec tous ces problèmes de santé mentale que beaucoup ont, on se doit de créer du bonheur. Ouais, ce qu'on entend même à la télé et autres, par rapport au RIX ou autres, c'est très pesant. Donc je suis d'accord avec toi, il faut créer du bonheur et pouvoir aussi contrebalancer. Et moi, je voulais savoir aussi, à cette époque, on était une petite association en soi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives à donner la parole à ce genre d'assaut ou autre, et aussi pourquoi est-ce que ça te tenait autant à cœur sur le sujet des RIX? Parce qu'on voit que tu le traites souvent aussi, ce sujet. On va pas se mentir. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce sujet te tient vraiment à cœur pour le coup? Pour répondre à ta première question, moi, une chose en tout cas, pour laquelle, là, pour le coup, c'est pas un accident. Ah, C'est que- enfin! Voilà, enfin, c'est que j'essaie d'avoir une vision. Et je me dis qu'à un moment donné, être dans notre rôle en tout cas, d'accompagner et d'aider les plus jeunes, c'est super important parce que c'est vous le futur. Et vous êtes le présent et le futur. Voilà, nous, à un moment donné, on fait, mais on fait depuis 20, 30 ans. Et à un moment donné, vous avez la fraîcheur qui va avec l'époque. Enfin, voilà. Mm. Vous êtes en adéquation avec votre époque. Et du coup, moi, je trouve que quand des gens de notre génération ne lèvent pas les yeux sur votre génération, c'est une très grande erreur. T'as vu, c'est une très grande erreur parce que tu vas te retrouver à un moment donné à un certain âge où tu auras toi-même besoin d'être accompagné. Et ça se trouve, tu vas compter sur ces jeunes que tu as aidés dans le passé et sur ces jeunes en tout cas, que tu aides en ce moment. Et comme on dit, on est dans des échanges de bons procédés aussi, et on est dans cette transmission d'amour mutuel aussi. Donc, à un moment donné, moi, je trouve que c'est super important que nos générations elles se côtoient. C'est trop important. Ah non, c'est Parce que c'est vous le futur. Hein. Moi, par exemple, là, aujourd'hui, je constate 10 ans après que... regarde, on s'est vu il y a 5 ans, regarde aujourd'hui ce que tu fais. C'est ce que je veux dire. Donc, il y a un impact en fait, on se rend ouais, pas compte il y a un impact à sur travers nos actions, ce qu'on peut procurer chez les Exactement. autres et ce qu'on C'est peut ça. germer. Exactement. Et vous-même, aujourd'hui, à vos âges, voilà, vous avez entre 20 et 25 ans, vous avez un impact sur un jeune que tu peux conseiller qui a 15 ans. Ah, mon gars, dans 5-10 ans, le mec, ça se trouve, la discussion que tu auras eue avec lui, ça aura peut-être été un déclic pour lui. Ça aura peut-être même changé sa vie. Mm. Et c'est important de... Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on a un petit invité Mhm. qui t'a fait un petit message. Ouais. Vous avez des surprises. C'est Il ça. faut, c'est important. C'est un petit happening là. Ok. Il avait une petite question pour toi. C'est Ok. ça.
pense que tu vas le reconnaître. Je te laisse cliquer sur la vidéo. Salut Je l'équipe, savais que salut c'était tout le lui. monde, Je j'espère savais. que vous allez bien. Bon, l'homme fort, j'ai une question pour toi. Penses-tu que l'avenir, c'est pas la jeunesse? Est-ce qu'on ne devrait pas aller à la retraite, former des jeunes pour qu'ils puissent, eux, parler aux jeunes? Parce que pour les jeunes, on devient des dinosaures. Voilà, en tout cas, passez une bonne émission, l'équipe. Merci. Bah, t'as vu, il fait écho. Enfin, sa question, elle fait écho à ce que je vous ai dit tout de suite. Exactement. En vérité, voilà, nous, le temps passe. Hein. Le temps passe. Et moi, je le vois aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça, vraiment, 2025, fracture de fatigue, je reviens souvent dessus, mais ça m'a fait quelque chose, tu vois. J'ai eu un déclic. Ouais, ça t'a permis de faire le bilan Voilà. de tout ce que t'as fait Exactement. genre toutes ces années. Et C'est important. aujourd'hui, j'en ai 45 et je me dis, mais gars, quand même 45 ans quand même. C'est quelque chose. Nous, quand à l'époque, on avait 20 ans, un mec de 45 ans, c'était un ancien. C'est le cas. Je rigole. Je rigole. Non, mais tu peux, mon frère, parce que, mon gars, Non, oui. 45, c'est quelque chose, tu vois. Et je me dis, gars, à un moment donné, forcément, il faut qu'on se côtoie, que nous, on vous apporte notre expertise. Et que pour que vous puissiez vous épanouir bien comme il faut. Et vous-même, vous avez à nous transmettre votre C'est expertise totalement. en tant que jeune qui vivait votre époque. Parce que des fois, nous, on est en décalage. Ah, c'est vrai. On capte pas tout. Et du coup, vous côtoyez, bah, en tout cas, ça m'apporte. Et en parlant de cette expertise, c'est quelle trace concrètement que tu aimerais apporter à la jeunesse? S'il y a des valeurs ou des principes clés que aujourd'hui on peut le voir, il y en a certains qui sont perdus. Vraiment, quel héritage t'aimerais transmettre à ces personnes-là et ce que tu pourrais leur donner quoi, comme conseil, concrètement? Bah, t'as vu, j'aurais pas cette... enfin, je sais pas si c'est une prétention de vouloir transmettre un héritage. En tout cas, à mes enfants, oui. Après, à ceux qui le veulent, oui aussi, tu vois. Exactement. Mais ce que je me dis, c'est que, en fait, nos erreurs, voilà, qu'on vous expose un peu là où nous on a été, nos erreurs, nos réussites, pour que Vos vous peurs. puissiez, et nos peurs aussi, Mm. pour que vous puissiez mieux faire. Et aujourd'hui, vous avez toutes les armes, vous avez tous les outils pour, et voilà, moi c'est vraiment, s'il y a quelque chose à laisser, c'est ça, on vous transmet notre expertise, on vous transmet notre histoire, on vous transmet notre expérience. Et vous-même, vous nous transmettez aussi, parce que pour qu'on puisse rester un peu jeune, nous aussi, hein, quand même, hein, vous savez, pour qu'on Ouais, puisse non, rester à jour. Mais vraiment, voilà. Souvent, moi, ce que je dis à des plus jeunes, c'est que vous avez vu, nous, on est, vous, 20 ans plus tard. Mm. Et en fait, vous avez 20 ans pour arriver à nous. Et pendant ces 20 ans, si on peut vous, en tout cas, vous faire éviter... Certains pièges dans lesquels vous êtes pièges, tombés. certains travers. Et des fois, nous, c'était vraiment comme toutes les générations. Hein. Le plus grand piège, c'est l'ego. C'est sûr. On se L'ego, rejoint. l'orgueil. Voilà, Clairement. qui a fait qu'il y a des projets qu'on n'a pas pu mettre en place parce que, vas-y, lui, Totalement. vas-y, elle. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et pour finir cette émission, on a un petit jeu pour toi. On a un petit jeu, on mettra le petit C'est ça. chrono. Ouais. Tu peux le mettre? Je le mets où, Sofiane, tu le mets? Vas-y, je Comme le vous mets, voulez. t'inquiète. Tu le mets? Donc c'est une série de questions, réponses. Tu peux répondre du tac au tac, donc c'est soit oui, soit non. Ok? Combien de temps le chrono? 60 secondes. Comme Oh, ça, on peut mettre, on le challenge un 60 peu, tu vois. On verra si tu vas les tenir. Oui. Prépare-toi. Oui. C'est la petite cerise sur le gâteau de la fin d'émission. Dis-moi tout. Allez, 3, 2, 1. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta sécurité sur le terrain en tant que médiateur? Oui et non. Si tu continues comme ça va Ça être fait un joker, ça fait un joker. T'as droit à 2 jokers. Oui. Est-ce que les grands frères existent encore vraiment? Un peu. Produire 3 médias en simultané avec le recul, est-ce que c'était une erreur ou pas? Oui. Est-ce que le buzz est devenu une drogue pour la jeunesse? Ah oui. Et même pour la vieillesse aussi. Est-ce qu'on peut réussir sans faire de concessions sur ses valeurs? C'est possible. Est-ce que tu crois encore que la politique peut changer les choses? Tout est politique. Donc, ouais. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux sont en train de rendre notre jeunesse dépressive? Pas que notre jeunesse, notre vieillesse aussi. Enfin, en tout cas, les plus âgés. Est-ce qu'un influenceur a plus de pouvoir qu'un élu local aujourd'hui?
Est-ce que les... eh, On finit, on finit. finit. Pendant qu'on est Est-ce là. que les parents sont les premiers responsables de la violence actuelle? Ouh là 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 là, c'est une vraie question ça. Ça mériterait une émission. Ah ouais, carrément. Ah, ça va être une émission ça. La Ouah, suite, bientôt. Ouh là 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 là. Non et non. Ok. Est-ce que tu crois encore que la parole peut désarmer un jeune qui veut se battre? Oui. Et est-ce que le petit Booba des années 90 serait fier de l'homme en face de moi? Je l'espère. Parfait. Magnifique. Et il y a une dernière question, les gars, aussi. Allez. Penses-tu que la Gen Z est une génération foutue? Maudite, foutue. Et là, juste maintenant, au montage, on met les extraits de la dernière émission Ouais. avec tous les adjectifs qualificatifs qu'on nous a donnés. Foutu, maudite. Sous ballon. Sous ballon. La sous fille, c'est sous ballon. sous Sous ballon. ballon. La génération 2000, c'est une génération maudite. Êtes-vous une génération maudite? Le mot, voilà, la phrase, elle est. Je sais pas ce qui est le pire entre génération sous ballon ou génération. On est sur un sacré stade. Tu vois, il y a des études qui sont tombées il y a quelque temps qui révèlent que votre génération, elle consomme moins d'alcool, elle fume moins, et en tout cas, elle est moins dans les excès en termes D'addiction. voilà, d'addiction. Donc, vous n'êtes pas foutus, les mecs. T'as vu? Ah. Cette étude, tu la connaissais avant de faire avant la première émission qu'on a fait ensemble sur ton média ou C'était, je vous le gardais pour la Pour la deuxième émission. Tu l'avais senti. T'as senti la patate arriver. Vous gardez ça pour la deuxième émission, tu vois. C'est carrément, je vous promets, hein, c'est dans mes notes tout. Quand j'ai écrit l'émission qu'on a faite ensemble, pour la deuxième partie, parce qu'en fait, tout devait être dans la première partie, mais vous avez vu, ça commence à être long, donc Ouais, je dis, bon, ouais. les gars, on va faire la deuxième partie. Mais dans cette deuxième partie, vraiment, je comptais aborder ça par rapport à un article que j'avais lu de Steve Jobs, Mm. qui lui-même était assez sobre, parce qu'il disait que pour pouvoir, en tout cas, utiliser son intelligence de manière optimale, faut pas être sous addiction, faut pas, voilà, lui, c'était... Et il y a un certain nombre de jeunes qui suivent son exemple, tu vois, et en plus, vous êtes une génération qui... En tout cas, sur les réseaux, c'est très hype de prendre soin de soi. Tu Ouais, vois. c'est vrai. Ah, la c'est santé vrai. physique, Non, c'est la vrai, c'est santé vrai. mentale. Et du coup, c'est une bonne hype. Mm. Et du coup, bah, vous êtes moins dans les addictions que des gens C'est vrai. de ma génération, même dont certains sont encore dans les addictions aujourd'hui, tu vois. Je te rejoins totalement. Du coup, les gars, vous n'êtes pas une génération foutue. Putain, ça c'est une belle fin, ça. Ouais. Ça, c'est une belle fin. Ouais, c'est- La boucle est bouclée. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite en quelques mots? De se sentir bien. On te le souhaite en tout cas. Et je vous le souhaite aussi. De vous Merci sentir bien, parce qu'en Merci. vérité, on peut avoir des moyens financiers conséquents, être blindé. On l'a vu, hein, des gens qui sont Mm. très très riches et qui se sentent très mal et qui ont pensé à se supprimer, et malheureusement certains se sont supprimés, tu vois. Donc moi, je nous souhaite de nous sentir bien et de nous sentir mieux. C'est sûr. Ah ouais. Merci pour ces mots de fin. C'était une émission avec Aboubakar Sakanoko. On vous remercie avec les frérots. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.